En bref, aujourd'hui, on va parler de la SNCF. Alors je vous vois venir, hein, et ça serait pas déconnant sur cette chaîne, mais aujourd'hui, on va pas parler mouvements sociaux. Non, cette vidéo est même en partenariat avec la SNCF. Alors on n'est pas là pour expliquer en quoi prendre le train c'est trop bien, hein. Par contre, on va parler d'un truc qui doit en emmerder plus d'un pendant l'été, voire le reste de l'année. Les travaux. Non, parce que perso, j'habite en banlieue parisienne, et tout le mois d'août, je sais que ça va être la misère pour aller à Paris. On va déjà chier pour venir ici. Alors ok, c'est chiant, hein, mais en fait, il se passe quoi pendant le mois d'août? Eh ben, bonne question. Alors avant de parler des bails de travaux, je vais peut-être revenir en 2-2 sur ce qu'est la Société Nationale de Chemin de Fer français. Le chemin de fer, c'est un bail qui date. Pendant la première moitié du 19e siècle, on faisait circuler des wagons sur des rails pour transporter du charbon. La locomotive fait ensuite son apparition. Alors on parle pas de TGV, hein, là c'est des trains qui vont à une trentaine de km/h, ce qui était ouf à l'époque. Mais le train va vraiment commencer à se développer quand, comme pour beaucoup de choses, la bourgeoisie s'y intéresse, avec l'ouverture de la ligne Paris-Le Pec en 1837. Ligne qui permet aux riches d'aller chiller à Saint-Germain-en-Laye. Et à partir de là, ça va être la folie, hein. Des milliers de kilomètres de rails vont être posés un peu partout en France, gérés par plein de compagnies différentes, parfois privées, parfois régionales. C'est d'ailleurs à cette période que sont construites les gares d'Austerlitz ou Saint-Lazare, d'où leur look un peu daté. Comme le mot look, d'ailleurs, ou le prénom Lydie. À partir de 1878, l'État commence à racheter certaines compagnies privées pour mieux gérer la construction du réseau, le but étant de desservir les préfectures et relier les points les plus importants du territoire français. Mais ces compagnies privées tournent de plus en plus à perte, au point que certaines sont nationalisées dans les années 1900 pour éviter qu'elles ne disparaissent. La Première Guerre mondiale, puis la crise de 1929 augmenteront encore plus ces pertes, jusqu'à 1939 où l'État crée la SNCF, histoire de chapeauter un peu tout ce bordel. Mais c'est pas une compagnie full privée, 51% de la SNCF sont détenus par l'État, le reste appartenant à des acteurs privés. Mais sans cette nationalisation, on pouvait dire au revoir à notre réseau ferré. Et à partir de là, ça va partir dans tous les sens. Les lignes se multiplient, de plus en plus de villes sont reliées par le train, redonnant même une nouvelle vie à certaines régions du fait de leur nouvelle accessibilité. Le réseau ferré continue d'évoluer, mais on va essayer de se concentrer sur le réseau francilien, ou d'Île-de-France pour les deux qui suivent pas au fond. Parce que Paris, c'est quand même la France, et la région a suivi la même évolution que le reste du pays. On est passé de wagons tirés par des chevaux à des trams à vapeur pour arriver sur le réseau ferré qu'on connaît plus ou moins aujourd'hui. Je vais pas parler du métro parce que là c'est géré par la RATP, mais la SNCF en Île-de-France, en dehors des lignes nationales, ça commence vraiment avec le RER, ou réseau express régional, qui fait partie du réseau transilien. Non, parce qu'il n'y a pas que les 5 lignes de RER, il y a aussi la ligne transilien, indiquée comme les RER avec des lettres. Alors le RER c'est simple, ça fait A, B, C, D, E, et les lignes transilien du coup gardent le même système, mais après la lettre E. Logique. Et tout ça va vraiment partir en 1837 avec l'ouverture de la ligne Paris-Saint-Germain, comme on l'a dit plus tôt, qui sera absorbée dans le circuit du RER A en 1972. Ça va plutôt pas mal marcher, et de là seront créées tout un tas de lignes de train, mais aussi de trams. Aujourd'hui, le réseau francilien, de la région parisienne donc, c'est plus de 3700 km de rails, soit plus de 10% du réseau ferré français, plus de 2 millions de voyageurs par jour, dont 1 million juste pour la ligne A du RER, et un besoin d'entretien et de modernisation constant. Et c'est ce besoin qui fait que de temps en temps, on se retrouve bloqué quelques semaines. Là par exemple, ils sont en train de virer un viaduc qui date de 1883, qui ne supporterait pas les nouveaux équipements. Ce pont a été construit à l'origine pour relier les bois de Voyon au secteur de la briqueterie, deux zones en plein développement industriel à l'époque, pour ensuite être assigné au trajet de la ligne L du Transilien en 2004. À son ouverture, on compte environ 61 000 passagers par an, contre 16 000 par jour aujourd'hui. Alors pour la partie un peu plus technique, on est sur un chantier qui est quand même plutôt massif. Là, le tablier du viaduc, c'est-à-dire la partie sur laquelle passent les trains, fait plus de 200 mètres et pèse plus de 4500 tonnes. Et là, on va la remplacer pour permettre à encore plus de trains de circuler tous les jours. Il y a des équipes qui travaillent dessus non-stop depuis 2 ans et il a quand même coûté 63 millions d'euros. Il y a aussi des gens qui habitent dans les zones de chantier. Ce genre de travaux, ça doit avoir un impact sur les gens qui habitent là, mais aussi sur les utilisateurs de la ligne, non? Alors ce genre d'opération, du fait qu'on coupe les circulations pendant une certaine durée, ça oblige les usagers à soit prendre d'autres moyens par eux-mêmes, ou alors, comme c'est le cas ici, nous avons mis en place de manière à leur laisser le choix dans l'utilisation d'un moyen de transport en commun. On a mis, donc il y a des bus de substitution qui partent à toutes les gares qui étaient desservies par les trains de la ligne L. Et après, on a également fait du renfort des lignes de bus régulières qui ramènent soit vers Garches, donc là où les trains aujourd'hui s'arrêtent de la ligne L, soit vers la gare de RER de Saint-Germain-en-Laye. On a des bâtiments qui commencent à dater en France, et des paysages
pas trop dégueu. Ce serait quand même sympa de pouvoir garder tout ça aussi, non? Alors pendant toute la phase d'études de conception, on a toute une partie de concertation et d'études pour voir qu'est-ce qu'on peut prendre comme emprise, puisque la zone ici du viaduc était en zone de site historique. On est assez proche des abreuvoirs de Marly, qui est un site classé. Et donc pour cela, on a fait appel à un architecte pour définir la configuration du tablier. Et ensuite, le dossier a même été soumis aux architectes des bâtiments de France pour qu'ils donnent leur avis sur l'aspect et l'insertion architecturale de l'ouvrage d'art. Donc voilà, on s'entend sur le fait qu'au quotidien ça peut être chiant. En même temps, les équipements ont bien besoin d'être mis à jour. Un sujet pas si compliqué que ça, hein, mais les lignes continuent d'évoluer et il faut de temps en temps bloquer la circulation pour permettre cette évolution. Allez, ciao! Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi, l'enfant de moins de 16 ans et ceux qui l'accompagnent jusqu'à 4 personnes. Paye tous moitié prix. Un enfant, une carte Kiwi et on voyage à moitié.